parti. Bonjour à tous. Nous sommes ravis d'accueillir à Toulouse M. Dardot au sein de la librairie Ombre Blanche pour une interview filmée qui sera rediffusée le 30 septembre lors des 2e assises régionales de la psychologie. Monsieur Dardot, vous êtes philosophe et chercheur à l'Université Paris-Nanterre. Nous avons pensé à vous inviter afin de réfléchir ensemble aux évolutions de la société et aux enjeux éthiques et politiques de notre profession de psychologue, qui ne peuvent se penser sans le principe du commun auquel vous avez consacré de nombreux ouvrages. Sans plus attendre, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet, au travers d'une série de questions qui vous seront posées par les membres de la coordination des psychologues d'Occitanie. Donc je me lance donc pour les premières questions. On pourrait penser comme contre-intuitif que les psychologues se soucient du commun. L'image d'Épinal nous cantonne fréquemment au face-à-face dans un colloque singulier, relevant du cas par cas, comme en cabinet libéral d'ailleurs. Pour cette journée, nous faisons là le pari qu'il y a, avec le principe du commun tel que vous l'abordez dans votre livre commun avec Christian Laval, une question fondamentale pour la psychologie, centrale dans nos pratiques, qui sont au service du sujet, mais aussi du collectif, au sein d'institutions et de secteurs très variés. En effet, ce terme de commun nous est assez peu familier. Nous avons tendance à utiliser plus volontiers des mots tels que lien social, collectif, approche groupale ou systémique, ou encore psychothérapie institutionnelle. D'où notre première question. Pourriez-vous nous éclairer sur ce terme ou principe du commun, sur ce qu'il recouvre pour vous, et en quoi il ouvre sur la possibilité de penser le ou les communs, ainsi que nos pratiques? Et dans un second temps, pourriez-vous nous aider à avancer sur la question suivante: comment entendre le ou les communs dans le domaine psychique? La question est assez vaste, en tout cas du point de vue de ses enjeux, mais elle me paraît très pertinente, parce que l'habitude qu'on a prise à propos de la psychologie, c'est une habitude qu'on a prise à propos d'autres démarches ou d'autres disciplines, de considérer que c'est une relation de face à face entre un sujet et un autre sujet. Et la notion de sujet elle-même mérite d'être mise en question, en tout cas problématisée, parce que c'est souvent entendu en un sens assez classique et traditionnel, depuis une certaine philosophie qui est un sujet, qui est un rapport à soi-même, posé comme étant une sorte de centre à partir duquel on peut éventuellement poser des questions. Mais c'est un centre, c'est un point de départ, c'est quelque chose qui est donné, ça n'est pas quelque chose qui se construit, ça n'est pas quelque chose qui est, comment dirais-je, dans un processus de construction plus ou moins permanent. C'est la raison pour laquelle je suis souvent assez réticent à utiliser le terme, de façon en tout cas isolée comme ça. Et j'ai toujours été attiré par le terme de subjectivation. Il n'a pas fallu attendre que Foucault l'utilise pour qu'il soit utilisé à une grande échelle, mais parce que le terme de subjectivation avait l'avantage par rapport au terme de sujet de faire entendre justement un processus de construction, dans la façon dont un individu se constituait comme sujet. Alors il pouvait se constituer comme sujet à partir de pratiques de contrôle dont il était l'objet, aussi paradoxal que ça puisse paraître, mais il pouvait aussi se construire comme sujet en résistant à ces pratiques de contrôle. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs manières de se constituer comme sujet, voilà, ce qui me paraît très important. Donc c'est pour ça que la notion de sujet doit être vraiment interrogée pour elle-même. Et puis quant aux traditions, enfin en tout cas aux habitudes de langage et de pensée auxquelles vous faites référence dans votre question, je crois en effet qu'il y a des choses qui méritent d'être relevées. Par exemple, la psychothérapie institutionnelle, moi j'ai été très, très tôt sensible quand j'ai connu ça, avec un certain nombre de psychiatres et de psychologues dès 2010, au moment de la publication de la Nouvelle Raison du Monde. J'étais très sensible à l'idée qu'il fallait soigner l'ambiance de soins et soigner le milieu pour soigner la personne. Ça m'a paru... Alors j'ai appris ensuite, j'ai découvert l'œuvre de Tosquelles, son accent épouvantable, et d'autres choses, son sens de l'humour assez singulier. Bon, ce sont des choses que je ne connaissais absolument pas, mais j'ai été très attiré par l'expérience qu'il a menée, parce que c'était quand même un médecin qui était chef du service de l'armée républicaine espagnole, au service de psychiatrie. Donc c'est une expérience qui était très riche. Et notamment, il y a une distinction qui m'amène assez naturellement à la notion de commun,
une distinction qu'il a produite, qui est la distinction entre établissement et institution. C'est une distinction fondamentale. Au début, j'étais très intrigué, parce que je me demandais ce que ça recouvrait, dans la mesure où l'établissement, c'est par exemple l'hôpital, c'est un établissement. Donc on aurait tendance à dire, quand on ne réfléchit pas trop à la signification que prend l'usage commun d'un terme, que l'établissement c'est une institution. En un sens, oui, mais chez Tosquelles, justement, institution, ça avait un autre sens. Et l'institution supposait justement une mise en commun. Par exemple, un club thérapeutique n'est pas du tout un établissement. Un hôpital est un établissement, mais un club thérapeutique est une institution. Et c'est une institution précisément parce que ça repose sur l'activité commune. C'est-à-dire que la hiérarchie hospitalière, qui normalement est amenée à régir les rapports entre les individus à l'intérieur de l'hôpital, par exemple, n'a plus cours. Donc il y a une égalité de participation entre les soignants, les soignés, les patients, les infirmiers, les cuisinières, les médecins, et tout le monde, à cet égard, a voix au chapitre. Non seulement a voix au chapitre, mais participe à la délibération collective, participe aux décisions collectives, participe à l'exécution des décisions collectives. Donc voilà, ça me permet, moi, d'aborder très directement la question du commun, de façon pas du tout abstraite, c'est-à-dire montrer que, justement, le commun, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une co-obligation, c'est-à-dire que les gens qui participent à une même activité s'engagent à délibérer ensemble, s'engagent à prendre des décisions collectives, s'engagent à exécuter ou appliquer ou à mettre en œuvre ces décisions collectives, mais ils le font précisément parce qu'ils participent à une même activité. Et par conséquent, ça induit l'idée qui me paraît très forte sur le plan politique, au sens large du terme, qu'il n'y a d'obligation légitime que celle qui prend appui sur une coactivité, celle qui justement procède d'une coactivité. Et si on étend ce principe-là au champ de toute la société, alors on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'obligations qui sont totalement illégitimes. C'est-à-dire qu'ils ne reposent pas du tout sur la coactivité. Et donc si on repense l'organisation de la société à partir de ce principe, on s'aperçoit en effet que ça a quelque chose qui relève d'une révolution au sens, encore une fois, profond et original du terme. C'est-à-dire pas du tout la prise du pouvoir par un petit parti, non pas du tout, mais une révolution au sens où c'est les rapports entre les hommes qui se trouvent changés de fond en comble. Voilà. Donc ça, c'est le principe du commun. Je dirais que la distinction de principe, elle est assez simple. Le principe du commun, c'est un principe... D'abord, c'est un principe pratique. C'est pas du tout un principe métaphysique ou quoi que ce soit d'autre. C'est pas du tout un principe unitaire. C'est-à-dire, c'est pas du tout un principe qui exclut la diversité. Tout au contraire, c'est un principe qui l'inclut. C'est un principe transversal. Je vais lâcher un mot magique. C'est un principe transversal et non un principe unitaire. Donc il traverse les différents champs ou secteurs de la société, mais il n'impose pas une même manière d'agir. Pas du tout. Les manières d'agir sont souvent d'ailleurs elles-mêmes très diverses, il n'y a pas besoin d'insister sur cette pluralité. Elle est toujours à l'œuvre, hein, on le voit pratiquement chaque jour, et il faut préserver cette pluralité, cette diversité. Mais en même temps, c'est uniquement la seule ambition de cet énoncé sur le principe du commun, il faut se souvenir qu'il ne peut pas y avoir de co-obligation s'il n'y a pas de participation à une même activité de la part des individus qui sont concernés. Donc il ne devrait pas y avoir de décision collective qui soit prise sans que tous les individus qui sont concernés par le champ d'application de cette décision ne soient impliqués activement. Voilà, c'est ça le principe du commun. Et ce que j'appelle, avec Christian Laval, les communs, au pluriel, ce sont les différentes institutions d'autogouvernement qui peuvent se mettre en place. Alors, ça peut être des choses extrêmement différentes. En Amérique latine, on voit ça tous les jours. Ça peut être un conseil des anciens dans un territoire qui est celui d'une communauté ancestrale. Ça peut être, je ne sais pas moi, des coopératives de femmes. Et il y en a pas mal qui sont mises en place dans ces pays-là, et ça peut être un collectif de quartier, ça peut être un quartier autogéré, ça peut être quantité de choses. Vous voyez que je fais une énumération déjà, mais on comprend à travers l'énumération que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement pluriel et d'extrêmement divers. Je vous remercie pour votre réponse. Donc on a une autre question. Le journaliste et documentariste anglais Adam Curtis pointe un bouleversement radical dans notre rapport à la politique.
Il souligne qu'avec la psychothérapie, nous en sommes arrivés à croire qu'on ne changeait plus le monde avec la politique, mais en se changeant soi-même. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est une formule qui est, une formule un peu provocatrice, c'est normal, mais qui doit être, qui peut être comprise, à mon avis, de différentes manières, parce que c'est vrai qu'il y a eu, notamment ces 20 dernières années, une insistance dans certains milieux sur l'idée que on pouvait changer le monde justement sans prendre le pouvoir. Je reprends l'expression fameuse qui a donné son titre à un ouvrage qui a eu une très grande diffusion. Mais il faut d'abord préciser ce qu'on entend par la politique. Parce que si on comprend par la politique l'activité qui est le monopole exclusif d'un certain nombre de professionnels qui se destinent justement à la politique, donc la politique au sens de la politique professionnelle, alors il est évident que ça ne peut plus être de ce côté-là que l'espérance d'un changement du monde pourra venir. Il me semble qu'en effet c'est exclu parce que il suffit de tirer le bilan de ce qui s'est passé pour s'apercevoir que la politique professionnelle produit en général quelque chose qui relève d'une forme d'exclusion des simples citoyens. Parce que précisément, c'est les politiciens qui s'arrogent un monopole. Enfin, je prends l'exemple du Chili, par exemple, ce qui a été remis en cause pendant toute la période de 2019-2022, c'est justement le monopole de la politique professionnelle. Les féministes, notamment, ont dit, ce qui nous a paru intéressant, quand il y a eu les élections à la Constituante, c'est de constituer des listes indépendantes pour faire valoir le fait que nous faisions de la politique, en un sens qui était radicalement différent de celui des politiciens professionnels. Et ce qui nous paraissait intéressant, disait-elle, c'était de remettre en question ce monopole, non pas pour se délester de toute référence à la politique, mais pour montrer que nous faisions aussi de la politique, et c'était au moins aussi valable et légitime que ce que faisaient les politiciens professionnels. Donc en ce sens-là, moi, je dirais que bon, il y a une formule, il y a une formule qui me semble morte, enfin j'espère en tout cas qu'elle est morte. Je me souviens, compte tenu de la génération à laquelle j'appartiens, que c'était une formule à laquelle beaucoup de gens qui avaient mon âge croyaient, c'était changer l'homme, changer la nature humaine. Changer la nature humaine. Parfois même, alors là c'était carrément très très inquiétant, créer de toutes pièces un homme nouveau. C'était l'époque de la révolution culturelle en Chine, c'était... Et on a vu très précisément et très concrètement ce que ça pouvait donner. Et ça n'est pas très enviable, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est même un repoussoir. C'est d'ailleurs quelque chose qui a servi ensuite de repoussoir, jusqu'aux extrémités, du Sentier Lumineux au Pérou, puisque c'était des maoïstes. Bon, donc je crois que cette idée-là, il faut... C'est pas en faire son deuil, il faut y renoncer joyeusement. Enfin, ce que je veux dire, c'est que heureusement, ça fait partie, c'est passé, voilà. Ça appartient au passé, on ne peut pas y revenir, il ne faut pas y revenir, il ne faut surtout pas y revenir. Et donc, il faut se demander, mais quelle relation y a-t-il, plutôt que de parler de la nature humaine, plutôt que de parler de l'homme en général, quelle relation y a-t-il entre les pratiques et les hommes? Et je crois profondément, donc je suis plus que défiant, je rejette l'idée qu'il faut changer la nature humaine, mais je suis très partisan de l'idée selon laquelle on doit pouvoir changer les hommes en changeant leurs pratiques. Donc en transformant les pratiques, on transforme les hommes. Et ça, j'y crois de manière très très profonde, et c'est ce que montrent les différentes expériences qui sont menées, et je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut plutôt réfléchir. Donc cette espèce d'inflexion qui fait qu'on ne renonce pas à la politique comme activité de participation des citoyens à la chose publique, mais en revanche, on se défie de la politique en tant que monopole des politiciens professionnels. Ça, effectivement, ça me paraît absolument souhaitable. C'est ce qu'il faut faire. Merci pour cette distinction et pour votre réponse. Donc, j'ai encore des questions. Dans votre livre « La nouvelle raison du monde », vous mettez l'accent sur la modélisation de la société par l'entreprise, avec pour corollaire un individu assimilé à une entreprise de soi. Pourriez-vous nous préciser ici quelle vision du sujet en découle et à quelle place pourrait être appelé le psychologue?
La vision du sujet qui en découle, c'est une vision assez simple, hein, de dire que l'individu est une entreprise de soi-même. Ça veut dire que c'est pour ça que j'étais défiant à l'égard de la notion de sujet comprise comme rapport à soi tout à l'heure, parce que là, on est vraiment dans la figure du rapport à soi. Qu'est-ce qu'un sujet qui est une entreprise de soi? C'est un sujet au sens d'un rapport à soi. Un rapport à soi, donc le modèle, c'est le capital, hein, puisque là en l'occurrence, et c'est le capital financier d'ailleurs souvent. Il arrive qu'aux États-Unis, alors ça a été de plus en plus repris en France, on parle de l'individu entreprise comme d'un individu détenteur de, de portefeuille d'activités ou d'actions, comme les portefeuilles des actions en bourse, quoi. Donc on voit que le modèle, c'est vraiment celui du capital financier. Mais il lui appartient, en conséquence, c'est une sorte d'injonction qui lui est faite, de faire fructifier ce capital, puisqu'un capital est toujours là pour qu'on le fasse fructifier. Donc, dans la vision néolibérale des choses, de toute façon, il n'a de sens que dans la mesure où on le fait fructifier. Donc, il lui appartient, par sa manière de se rapporter à lui-même, de faire fructifier ce capital. Alors, ça peut être un capital, encore une fois, entendu de différentes manières. Ça peut être un capital neuronal, puisque il est arrivé souvent qu'on parle justement des neurones dans ces termes-là. Donc là, c'est extraordinaire parce qu'on a une sorte de jonction comme ça, ou presque de fusion entre la représentation biologiste qui est celle du sujet, et puis d'autre part la figure de l'individu entreprise de soi. Donc ça c'est quelque chose qui indiscutablement a pris racine. Il faut pas hésiter à dire le mot. C'est pas du tout quelque chose de superficiel. Il y a vraiment des habitudes. Il y a vraiment une façon de refaçonner le sujet dans son intimité qui est assez terrible. Parce que ça produit des façons de se rapporter à soi, à la longue, qui sont porteuses d'un certain nombre de dangers, sur le plan politique en particulier. Alors, on voit dans un pays comme le Chili, qui a connu quelque chose comme 40 ans d'expérience néolibérale. J'ai fait exprès de dire expérience néolibérale, et pas simplement expérience du néolibéralisme. Parce que ce n'est pas l'expérience uniquement d'une politique qui serait décidée au sommet, c'est l'expérience dans la vie quotidienne. L'expérience a été refaçonnée selon les catégories du néolibéralisme. Donc le sujet entreprise, le sujet endetté, voilà, le sujet qui doit s'acquitter de ses dettes, le sujet. Ça, c'est vraiment la figure de l'entreprise telle qu'elle peut être pratiquement vécue, hein, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit, et pas simplement théorisé. C'est pas un objet théorique, c'est quelque chose qui est mis en œuvre. Alors du coup, c'est mis en œuvre à tous les niveaux. Donc à l'heure où le commun, quel que soit le secteur d'activité, se construit avec les recettes du monde de l'entreprise pour entretenir la fameuse cohésion d'équipe, on assiste jusque dans le champ de la protection de l'enfance à l'émergence d'escape games qui, sous un angle ludique et des dehors innocents, sont particulièrement déprofessionnalisants et infantilisants. Des escape games auxquels, paradoxalement, personne ne peut échapper, la présence de chacun étant obligatoire et pris sur son temps de travail. Ce type de jeu d'évasion est conçu pour réunir un ensemble de professionnels aux missions très différentes, donc des familles d'accueil, des éducateurs, des psychologues, forcés d'entrer en compétition en démontrant esprit d'équipe et leadership. Au final, l'équipe gagnante, assimilée dans le jeu à une famille, se verra couronnée et disposera du pouvoir d'imposer ses valeurs familiales aux autres familles perdantes. Donc j'arrive sur mes questions. Et donc les psychologues sont amenés à s'interroger sur la part qu'ils peuvent jouer, qu'elle soit volontaire ou forcée, dans ces dispositifs, et sur la manière dont ils peuvent servir cet appel à la cohésion, à l'adaptation et à la performance au cœur du discours néolibéral. Donc ma question, pouvez-vous nous aider à réfléchir sur ces procédés de management et les liens que vous établissez entre technique psy et gouvernementalité qui servent selon vous la norme de compétitivité? Oui, bah vous avez dit l'essentiel concernant justement la norme de la compétitivité et de la concurrence, parce que là on voit qu'il s'agit d'abord et avant tout de ça dans ces jeux qui sont des jeux en un sens très particulier, pas très ludiques, mais ce sont des jeux, en tout cas c'est considéré comme des jeux. Mais je crois qu'il y a une chose importante à dire concernant la notion d'équipe.
parce que, aussi paradoxal que ça puisse paraître, dans le néo-management, il y a cette insistance sur la cohésion d'équipe, sur le travail d'équipe, avec l'idée qu'on va faire participer par exemple des individus à des stages de l'extrême, comme ça s'est vu à propos des sauts au-dessus d'un pont, etc. Mais tout ça est destiné à favoriser quel type de cohésion d'équipe, qu'est-ce qu'on appelle équipe, parce que teamwork, c'est devenu une expression extrêmement banale dans le langage du management, et c'est né dans les fin des années 70, début des années 80, au Japon essentiellement. On parle de lean management, donc, et c'est devenu quelque chose qui a été très ensuite répété à une échelle sans cesse plus grande, plus large. Mais je crois qu'il faut faire la distinction entre travail d'équipe et travail en équipe. Et que le travail d'équipe, c'est ce qui est valorisé par le management néolibéral. Parce que la cohésion d'équipe importe, la cohésion d'équipe. Mais la cohésion d'équipe, ça veut dire que quand vous êtes à l'intérieur d'une équipe, vous entrez en relation éventuellement avec d'autres équipes, vous ne faites pas partie de ces autres équipes, et donc vous entrez en concurrence avec ces autres équipes. Donc ça veut dire que la cohésion d'équipe est d'emblée inscrite dans un réseau concurrentiel. Et vous ne pouvez pas du tout en sortir. Non seulement on ne vous demande pas de sortir, mais au contraire, on vous demande de raisonner, y compris de faire servir vos affects à cette espèce de cause de la cohésion d'équipe. Donc, vous n'êtes absolument pas dégagé de toute obligation, au contraire. Alors là, là pour le coup, au sens propre, c'est la prison. C'est-à-dire que quelle que soit la manière dont vous vous rapportez à ce qui est présenté comme une valeur de la famille dont vous faites partie, c'est votre famille, donc vous avez à vous incliner et à servir la cause de cette famille contre les autres équipes et les autres familles. Voilà. Alors que le travail en équipe, c'est un travail qui est collectif. Justement, la nuance, enfin c'est plus qu'une nuance, c'est une distinction qu'on devrait faire. Quand on parle de travail en équipe, ça veut dire que le travail est accompli en équipe. Et que l'équipe, à la limite, est le résultat de ce travail fait en commun, et pas du tout quelque chose qui est présupposé comme donné au début, et qui implique qu'on se soumettrait par avance, justement, à une cohésion fantasmée. Parce que c'est une cohésion qui est complètement fantasmée et imaginaire. Mais cette distinction-là me paraît très importante, parce qu'elle n'est pas faite d'habitude, et donc du coup on a du mal à répondre aux arguments de ce management néolibéral qui est terrible, enfin, et dont les arguments sont spécieux, mais il faut les démonter, parce que si on ne les démonte pas, si on reste par exemple complètement fixé sur le terme d'équipe, et si on ne fait pas cette distinction, on risque de passer à côté de quelque chose de très important. Je vous remercie. Donc, dans le champ de la pédopsychiatrie, la politique publique de soins a radicalement changé de paradigme. En effet, autant en 1963, un décret faisait mention de la psychanalyse comme un traitement à proposer à l'enfant dans le cadre des CNPP, autant en 2021, un arrêté ministériel définit l'expertise spécifique des psychologues pour un diagnostic précoce des troubles neurodéveloppementaux. Autrement dit, ce changement de paradigme consiste à remplacer la causalité psychique par la causalité neurobiologique. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Alors c'est une question qui est vraiment centrale, parce qu'on assiste à ce glissement, à une accélération de ce glissement depuis quelques années, mais c'est un changement qui est en marche depuis pas mal de temps, de décennies. Et ces derniers temps, c'est vrai que ça s'est accéléré. Alors, dans un livre qui sortir très très bientôt, Mathieu Bellassène est amené à parler de cérébrologie pour désigner un discours, parce qu'il y a logie à chaque fois, comme dans psychologie, d'ailleurs on parle de logos, c'est-à-dire de discours, et un discours qui porte sur un certain objet. Et là, c'est l'expression qu'il utilise pour désigner toute cette constellation de savoir-pouvoir, pour reprendre l'expression de Michel Foucault, centrée sur le cerveau, cérébrologie. Donc à la fois le cerveau comme objet de savoir singulier, une certaine forme de politique qui découle de ça, à laquelle il donne le nom de neuropolitique. Et finalement, il fait en sorte que ces deux termes-là finissent par fusionner dans ce néologisme de cérébrologie, mais qui est assez intéressant, parce qu'il donne à entendre justement la mutation
le changement de paradigme dont vous parlez dans votre question. Et ça me paraît extrêmement important, parce qu'on pourrait se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'assez incohérent dans cette manière d'assigner comme tâche à la psychologie le décèlement d'un certain nombre de troubles, parce qu'on on demande souvent aux psychologues de procéder à une sorte de cartographie des déficits mentaux qui sont de plus en plus assimilés à des déficits neuronaux. Donc on leur demande par exemple d'établir une carte, ça, et puis de montrer quelles sont les fonctions qui sont déficientes pour essayer de remédier à ces déficiences. On leur demande d'établir cette cartographie, et ça c'est quelque chose de plus en plus pratiqué, de plus en plus prégnant, de plus en plus dominant, et c'est effectivement assez dangereux parce que ça remet en cause la mission fondamentale qui est celle de la psychologie, quelle que soit la manière dont on entend le mot logos. Il y a dans la psychologie aussi une dimension qui est une dimension de soin, qui ne peut pas être réduite ou éliminée a fortiori. Et il me semble qu'il y a une dimension de ce genre qui est également soulignée dans la composition du mot psychiatrie, puisqu'il y a iatros, c'est-à-dire précisément celui qui soigne, c'est l'activité de soin en grec, donc psychiatrie, et c'est à chaque fois psychologie et psychiatrie, il y a deux terminaisons différentes, mais à chaque fois il y a la psyché, c'est-à-dire l'âme, c'est-à-dire ce qu'on appelle la psyché. Mais peu importe, ce qui est important, c'est qu'il y a un rapport à l'âme de la personne qui demande à être restituée dans sa signification originelle, profonde, c'est-à-dire on entre en relation avec une personne et cette dimension relationnelle est absolument irréductible. C'est-à-dire que si on supprime cette dimension relationnelle, c'est pour ça que, encore une fois, j'avais une méfiance à l'égard de la notion de sujet pris isolément, et si on supprime cette dimension relationnelle, à ce moment-là, c'est toute la cohérence de la discipline qui est remise en cause, que ce soit la psychologie, que ce soit la psychiatrie, etc. Et j'aurais tendance à penser que cette dimension relationnelle est indissociable d'un rapport en même temps, non seulement à l'âme, mais au corps, parce que c'est une façon d'entrer en relation avec une personne qui n'habite pas simplement un corps, mais qui vit son propre corps. C'est le corps vécu. Le corps sujet, c'est le corps vécu. Il y a eu en 1956 des cours de Merleau-Ponty sur le concept de nature, où il parle du corps sujet, justement en disant que le corps sujet est un corps libidinal et un corps symbolique. C'est des pages remarquables. Entre 1959 et 1960, il y a la proximité la plus grande entre Merleau-Ponty et Lacan. Lacan se dit très intéressé par ce que fait Merleau-Ponty. Donc c'est les derniers travaux de Merleau-Ponty sur la chair. C'est remarquable. La distinction entre deux types de corps, ce que l'allemand exprime à travers la distinction entre Leib, qui signifie le corps animé, c'est-à-dire la chair, et puis d'autre part, le corps vécu, si vous voulez, et puis d'autre part, Körper, qui est le corps matériel, le corps physique, celui à la limite qui peut faire l'objet d'une dissection dans une chambre d'anatomie. Bon. Mais justement, c'est une distinction qui est extrêmement profonde, parce que là, ça nous fait vraiment rencontrer le sujet. Alors là, le vrai sujet, pas le sujet fantasmé comme point de départ métaphysique. Et je crois que c'est très important à entendre cette idée-là. Cette idée que la relation de soins implique une relation au corps de la personne qui soigne. Et que ce corps-là, c'est un corps qu'il faut faire justement réapparaître, voire qu'il faut faire réapparaître, qu'il faut aider à se remanifester pour la personne elle-même qui est ce corps. Matthieu parle de corporéisation. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de cette tâche-là. Et donc il y a un corps collectif à construire qui doit s'opposer au corps au sens de la corporation des médecins, la corporation des psychiatres, la corporation au sens vous voyez, de ce qu'on appelle l'esprit de corps. Alors là, pas du tout le collectif, l'inverse. C'est-à-dire qu'en général, on neutralise la singularité, c'est un collectif à ce moment-là anonyme, c'est le on. On soigne, on fait ceci, on fait cela, etc. Et toute singularité se trouve systématiquement expulsée. Bon. Justement, c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire.
Donc il utilise cette notion de corps thérapone, je parle de Mathieu Messen toujours. Les corps thérapone, ça vient de Françoise Avoine. Et c'est une expression qui est assez remarquable, parce qu'elle dit que c'est le corps, le thérapone, c'est celui qui aide, c'est le second qui aide. Et là, en l'occurrence, ce sont justement ceux qui entreprennent de soigner le corps, qui est celui des psychiatrisés, par exemple, pour leur permettre de reconstruire leur propre vécu et de le rendre habitable. Et ça me paraît absolument fondamental. Parce qu'il y a une idée, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre-là, c'est l'idée du corps à corps. J'étais frappé, parce qu'on a parlé de face à face tout à l'heure. Je suis très défiant à l'égard de la notion de face à face. Et en revanche, justement, ce qui me paraît très séduisant et attractif dans la notion de corps à corps, c'est l'idée que le corps à corps exclut le face à face. Quand on est dans une relation de corps à corps, on n'est pas face. Pas du tout. Pas du tout. Parce que même dans le schéma qui est celui d'une bataille, au sens militaire du terme, quand il y a un corps à corps, il y a une mêlée. C'est pas du tout un affrontement entre deux lignes qui se tiennent à une certaine distance les unes des autres, etc. Il y a une mêlée. Et la mêlée, c'est quelque chose qui peut être très positif. Donc la mêlée, il ne faut pas uniquement la voir en fonction du schéma qui est celui de la bataille militaire. Il faut considérer qu'il y a des corps à corps qui sont très différents. Quand vous avez par exemple des psychiatres qui sont appelés en renfort parce qu'il faut à tout prix sangler un psychiatrisé qui se rebelle, à ce moment-là vous avez un corps à corps qui est physique. C'est un corps à corps qui est terrible d'ailleurs, qui exclut absolument qu'on prenne en compte la singularité de celui qui devrait normalement faire l'objet de soins. Mais quand vous avez un collectif comprenant à la fois des psychiatres, des psychologues et puis d'autre part des patients qui est amené à se construire, à ce moment-là vous avez une relation très différente et vous avez un corps à corps qui est amical, qui est affectif, qui est affecté, et ça veut dire que les soignants eux-mêmes sont affectés. Et ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, parce que c'est une expérience, c'est l'expérience à partir de laquelle on peut essayer de reconstruire quelque chose. Et ça, c'est vraiment, je pense, une expérience qui est particulièrement importante à faire valoir quand on parle de la résistance à la raison néolibérale, justement. Très bien, merci de cette réponse. Alors dans ce même domaine du champ de la pédopsychiatrie, il y a de plus en plus de moyens qui sont mis sur des dispositifs comme ce qu'on appelle actuellement les PCO, donc les plateformes de coordination et d'orientation, qui valorisent l'orientation des enfants sur des prises en charge individuelles en libéral. De notre côté, il y a des institutions dans lesquelles on travaille qui prônent des valeurs collectives, se voient attribuer des budgets constants, voire réduits, alors que la population ne cesse d'augmenter. N'assiste-t-on pas à la destruction délibérée et progressive de ce que vous appelez les COUM au sein de nos institutions de soins? Oui, on peut le dire, on doit le dire même comme ça, c'est-à-dire comme vous l'avez formulé tout à fait à la fin de votre question, c'est-à-dire les communs à l'intérieur de nos institutions. Parce que malheureusement, c'est-à-dire pour les réalités, les institutions en tant que telles ne sont pas des communs. Et il y a des communs dans les institutions et c'est ces communs-là qu'il faut travailler à renforcer. Et donc de ce point de vue, ça me semble tout à fait exact, tout à fait juste comme formulation. Ce qui est visé, c'est les communs à l'intérieur des institutions. Mais le néolibéralisme ne fait pas trop de détails. Je veux dire par là qu'à partir du moment où il y a des communs dans les institutions, le meilleur moyen d'y mettre fin, c'est de détruire les institutions elles-mêmes. Voilà, c'est tout simple. Et c'est comme ça que ça se passe en général. C'est une logique dont on l'a vu à travers un certain nombre d'expériences assez traumatisantes pour ceux qui les ont vécues, mais c'est une logique qui est une logique du choc. Ça a été dit à propos du néolibéralisme au Chili, en 1973, dans les années qui ont suivi. C'est l'expérience, la stratégie du choc. La stratégie du choc, ça veut dire qu'on est amené justement à créer un choc brutal et on profite de la désorientation qui est celle des individus pour imposer quelque chose que les individus ne veulent pas, mais que, bon an, mal an, de toute façon, ils sont obligés de, comment dirais-je, d'avaler, parce qu'on ne leur demande pas leur avis. Donc oui, c'est tout à fait le cas, hein. Je pense qu'on doit formuler les choses comme ça. Parce que les plateformes, bon, c'est intéressant de réfléchir d'ailleurs sur l'extension de la logique des plateformes. Parce qu'on a commencé, souvenez-vous, par des plateformes qui étaient des plateformes d'entreprise. On a eu l'expérience, tout
on se souvient des Deliveroo, des livreurs. Bon, c'est comme ça, hein, ça a commencé et ça s'est propagé à une vitesse ensuite, ça s'est répandu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu différentes formes de réaction. Il y a des gens qui, dans ces plateformes, parce que les plateformes font en sorte que justement les travailleurs sont réduits à leur pure et simple individualité. Ça ne veut pas dire que leur singularité est prise en compte. Non, c'est des individus, comme ça, qui sont isolés les uns des autres, et on profite du fait de la relation de la plateforme à l'individu isolé pour lui dénier absolument tout droit, en particulier en matière salariale. Donc on a vu qu'il y a des gens à l'intérieur des plateformes, des travailleurs indépendants, qui s'organisaient pour imposer des négociations, enfin c'était plus que des négociations, parce qu'en réalité c'était souvent une grève assez brutale, comme ça, on mettait les dirigeants de la plateforme, on les mettait en demeure d'introduire un certain nombre de garanties, de droits, etc., de reconnaître donc des droits. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des plateformes qui se sont constituées en alternative aux plateformes dans lesquelles les travailleurs indépendants se trouvaient pris. Et certaines d'entre elles ont réussi. L'expérience a marché, mais toute la question est de savoir jusqu'où on peut aller dans cette logique. Et je crois qu'on touche vite à un certain nombre de limites. C'est-à-dire qu'on peut constituer une plateforme alternative à la plateforme dominante pour essayer d'introduire des conditions qui imposent des droits salariaux, etc. Je ne vois pas que l'on puisse généraliser le modèle de la plateforme alternative à l'échelle de toute la société. Ça me semble assez difficile. Donc, sans négliger l'apport particulier de ces plateformes alternatives, je pense qu'il faut réfléchir justement plutôt en termes de commun à l'intérieur des institutions, fortifier tout ce qui relève des communs à l'intérieur des institutions. Très bien. De manière assez large, la commande que les politiques publiques font aux psychologues est de s'occuper d'individus atteints de troubles psychiatriques, neurodéveloppementaux pour ce qui concerne la pédopsychiatrie, afin que ces mêmes individus puissent se conformer à la société néolibérale. Selon vous, en quoi la notion de commun peut-elle servir de boussole aux psychologues dans leur pratique pour déjouer les pièges de cette commande ? Alors, pour une raison très simple, me semble-t-il, c'est que justement, quand on parle de commun, comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle d'une coactivité, on parle donc d'une co-obligation qui découle et qui procède d'une coactivité. C'est précisément ce qui est remis en cause d'une façon très directe par l'offensive néolibérale dans tous les domaines, hein, dans le domaine du soin psychique comme dans les autres domaines. Et donc, il me paraît que c'est effectivement là quelque chose d'essentiel dans l'alternative qu'il faut construire. C'est-à-dire qu'on doit considérer que le commun n'est pas, encore une fois, quelque chose qui relèverait d'une superstructure qu'il faudrait apposer sur des pratiques qui lui seraient étrangères. C'est l'inverse. Il faut que ça procède des pratiques, et donc il faut dans une certaine mesure que ces pratiques soient individuelles, mais également collectives. Et il me semble qu'en ce sens-là, le commun peut déjouer ce rôle adaptatif, parce qu'il ne faut pas se cacher, en effet, c'est un rôle adaptatif. Je me souviens de l'effet qu'a produit sur moi le titre du livre de Barbara Stiegler, « Il faut s'adapter ». C'était à propos de la logique du néolibéralisme, mais justement, il faut s'adapter, c'est un impératif. L'adaptation est un impératif. Il faut s'adapter, et surtout d'ailleurs aux situations auxquelles on ne peut rien faire, soi-disant, surtout les situations finalement qu'on ne peut pas changer. Donc ça dit ce qu'il y a de terrible dans la logique qui est celle de l'adaptabilité libérale, et donc le commun, en effet, de mon point de vue, apparaît comme étant une alternative pratique à cette logique terrible. Merci Pierre. Monsieur Dardot, l'argument de cette journée avance l'idée d'un agir en commun. Pourtant, force est de constater que cela ne va pas de soi. D'abord, tant cela se trouve à rebours de ce que promeut le lien social contemporain. On pourrait prendre pour exemple l'évaluation annuelle des agents hospitaliers qui s'appuie sur des objectifs personnels et qui invite chacun à faire valoir ses innovations de l'année écoulée. Faisant fi de la dimension collective du travail, de soins et éludant la question des moyens ainsi que celle de la pertinence des dispositifs. On pourrait ensuite avancer, en suivant Freud, que cet agir en commun se heurte également au fait que les rapports avec les autres êtres humains constituent eux-mêmes une source de souffrance. Alors, deux questions.
Peut-on considérer que la promotion des pratiques collectives et la recherche d'un agir en commun s'inscrivent dans la logique des communs telle que vous la définissez? Quels sont les leviers à notre disposition pour tendre vers cela au regard des obstacles évoqués, que ce soit l'individualisme néolibéral ou la souffrance structurelle que représente pour l'homme le rapport à ses semblables? Alors, c'est une double question. Il y a deux choses qui sont assez différentes, parce que la souffrance structurelle que produit sur l'individu le rapport à ses semblables, c'est une souffrance qui, comme l'indique la façon dont vous la caractérisez, est à certains égards irréductible. Ce qu'on peut faire, dans une certaine mesure, c'est soulager l'individu des formes extrêmes de souffrance qu'implique le rapport aux autres, et on ne peut le faire que dans la mesure où on prend en compte dans ce rapport aux autres, justement, la façon dont les autres se trouvent impliqués, c'est-à-dire la façon dont le rapport aux autres implique un rapport à soi-même qui est nouveau dans une certaine mesure, qui implique justement que l'individu se voit lui-même ou se vit lui-même d'une manière différente, et même si, encore une fois, la souffrance en tant que telle, la souffrance structurelle dont parle Freud est absolument irréductible, je pense que les deux aspects de la question sont liés dans une certaine mesure. C'est-à-dire, on peut atténuer la souffrance structurelle en remettant en cause l'individualisme néolibéral. Et pour cela, effectivement, il faut considérer que les individus ne sont pas des individus isolés, mais des individus qui sont pris dans les liens. D'ailleurs, vous avez utilisé dans votre question une tournure qui me paraît très importante. Vous avez parlé des liens sociaux en parlant des liens sociaux pervertis ou des liens sociaux qui sont ceux de la compétition à outrance. Et vous avez utilisé l'expression de liens sociaux. Et je trouve que c'est tout à fait juste parce que on a tendance un peu trop souvent, alors ça se voit en psychologie, en psychiatrie, en philosophie aussi, à dire le lien social est le remède. Non, il y a des liens sociaux différents. Il ne faut pas faire du lien social en général comme ça, abstraitement, une solution à l'individualisme néolibéral. L'individu néolibéral est un individu qui est certes isolé du point de vue de ce qu'il prend en charge, dans la mesure où il prétend ne pas s'intéresser au destin collectif, mais en même temps, c'est un individu, qu'il le veuille ou non, qui est pris dans des liens sociaux. Je dis bien qu'il le veuille ou non. Donc toute la question est de savoir comment discriminer entre des types de liens sociaux qui sont foncièrement différents, du point de vue de leurs effets, notamment sur l'individu. On ne peut aider l'individu justement à surmonter l'individualisme néolibéral que si on met en place, dans la relation qu'on a avec lui, justement un type de lien social différent du type de lien social hégémonique, du type de lien social qui est dominant. Bon, et je crois qu'en effet, le commun s'inscrit complètement dans cette logique-là, qui est de faire en sorte qu'on puisse faire sentir à l'individu que la société n'est pas une société d'individus, qu'il y a quelque chose dans le lien social tel qu'on peut le reconstruire à partir de la coactivité, il y a quelque chose qui lui permet de sortir de cette logique mortifère, parce que c'est une logique mortifère. Si on regarde ce qui se passe au Chili avec 40 ans d'expérience néolibérale, on s'aperçoit encore une fois qu'on a affaire que finalement ce qui s'impose, c'est l'idée qu'il y a une société d'individus, que la politique c'est une superstructure qui concerne l'administration de la société, la gestion de la société, et que finalement les individus laissés à eux-mêmes considèrent la politique comme une histoire finalement qui ne les concerne pas, ce qui produit des réactions d'indifférence, de rejet, etc. Et c'est très important, justement dans les pratiques de soins, notamment dans les pratiques de la psychologie, de la psychiatrie, de faire sentir à l'individu qu'il y a quelque chose d'autre, il y a un autre type de lien qui est possible, qui ne fait pas des autres individus un simple moyen au service justement des fins égoïstes d'un tel ou d'un tel. Voilà. Ça, je crois que c'est très profond, et la logique du commun, c'est précisément une logique qui a pour vocation de faire sentir ça d'une façon très palpable et concrète à chaque individu. Donc, et pour clore cette série de questions et cet entretien,
La violence du néolibéralisme par la souffrance psychique et physique qu'elle induit ruisselle à torrent dans nos pratiques comme pour mieux démontrer le lien entre crise sociale et climatique. Les psychologues subissent, comme les personnes qu'ils accompagnent et plus largement chaque citoyen et citoyenne, les attaques des politiques néolibérales. C'est pourquoi les psychologues sont incontestablement une profession en lutte aux côtés de celles et ceux qui luttent, en France et ailleurs, en commun, pour les communs. Selon vous, relier ces luttes entre elles, comme le prévoit la Grande Marche pour la justice sociale et climatique, contre le racisme et les violences policières organisée le 23 septembre prochain, à l'initiative d'une très grande coalition d'associations, de syndicats et de partis politiques, est-ce un point d'appui, en reprenant le concept de transversalité qui vous est cher, pour ce que vous appelez l'avènement d'une révolution du XXIe siècle? Et enfin, pour finir, selon vous, comment sortir de cette logique mortifère et aller vers un au-delà du néolibéralisme, respectant le vivant, tous les vivants? La question est vraiment très vaste, mais je crois qu'elle pose en fait des enjeux qui sont stratégiques, qui concernent justement la stratégie à mettre en œuvre, parce que il ne suffit pas de dire qu'il y a des pratiques collectives qui doivent être mises en œuvre, et qui sont d'ailleurs déjà mises en œuvre dans une certaine mesure, dans des expérimentations concrètes, dans des pays très très différents les uns des autres. Et il ne suffit pas de dire ça, il faut en même temps indiquer une voie dans laquelle on puisse s'engager collectivement pour sortir de cette logique-là. Et je crois que la notion de transversalité est une notion en effet qui est centrale dans cette réflexion sur la stratégie. Alors ça concerne bien sûr la grande marche dont vous parlez, qui est prévue en septembre, mais cette marche-là, en effet, elle ne peut avoir la valeur d'un point d'appui qu'à la condition qu'elle serve de point de départ à la construction de quelque chose. Ce que je veux dire par là, c'est que le schème qui prévaut en matière de stratégie dans une partie de la gauche est le schème de la convergence. Le schème de la convergence me paraît rencontrer certaines limites, parce qu'on converge, mais on converge ponctuellement. Et dans la mesure où on converge, la convergence en général cesse après le point de convergence, en tout cas ne survit pas très longtemps au-delà du point de convergence. Alors il me semble très important de raisonner en termes de durée, au-delà justement de la ponctualité de la convergence. Et c'est pour ça que la notion de transversalisation, de transversalité me paraît assez décisive. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'est une marche qui doit servir en effet de point de départ à la construction de réseaux transversaux entre les différents secteurs sociaux, entre les différents secteurs professionnels, entre les différents mouvements sociaux qui existent. Bon, je prends un exemple. Il y a eu la marche de Sainte-Soline avec 20 à 30 000 personnes dans la région de Poitiers, je crois, si je ne me trompe, où il y a eu cette fantastique acte de résistance qui a impliqué une confrontation assez directe avec les forces de police. Mais ce qui me paraît très important, c'est que ça a été le point de départ d'une réflexion, notamment initiée par les gens qui font partie des soulèvements de la Terre, sur cette question des alliances. En fait. Voilà. C'est une question, quand on raisonne en termes de stratégie, si on ne pose pas la question des alliances, on passe à côté de l'essentiel. Or, si on est amené à poser la question des alliances, à ce moment-là, on doit nécessairement introduire de la transversalisation. Par exemple, il y a eu, donc, ça c'était en mars, il y a eu en juin, je crois que c'était le 17 juin, une marche qui a été organisée dans le sud de la France, tout près de la frontière italienne, et il a été décidé, en commun justement, par les soulèvements de la Terre et par les gens du Notave, c'est-à-dire les militants italiens qui se battent dans la vallée de Turin contre la construction de la ligne de chemin de fer Turin-Lyon, Lyon-Turin. Il y a eu une décision de faire une manifestation commune. Bon, alors évidemment, cette manifestation commune n'a pas pu avoir lieu puisque les militants italiens ont été tout de suite arrêtés par un réseau, plus que ça, en l'occurrence une ligne de défense de la part des forces de la police française. Mais il n'empêche que c'est la voie à suivre. C'est-à-dire que là, il me paraît extrêmement intéressant qu'on comprenne ce qui est en jeu. Il y a des gens qui ont lutté pendant plus de 10 ans, qui continuent de lutter dans cette vallée contre
notable, le train à grande vitesse entre Lyon et Turin. Et puis d'autre part, il y a les soulèvements de la terre, et ça c'est finalement un mouvement relativement récent, hein, même s'il a essaimé, même s'il s'est étendu d'une façon extrêmement rapide à l'échelle de toute la France. Même si ce n'est pas, justement, c'est ça qui est intéressant, dans les deux cas, on n'a pas affaire à des organisations centralisées. On a affaire à des collectifs de résistance, qui ont chacun leur propre personnalité, leur propre raison d'être, leur propre histoire, hein, très longue pour le Notable, un peu plus courte pour les soulèvements de la terre, mais néanmoins, le fait de considérer, c'est ça qui est très intéressant, c'est pas un acte uniquement de solidarité extérieure. Quand on avait l'habitude de raisonner il y a 40 ans sur l'internationalisme, on pensait en termes de solidarité. Il fallait soutenir les luttes menées dans tel ou tel pays, au-delà des frontières, etc. Or, ce qui est en question avec la transversalisation, c'est tout à fait autre chose. C'est l'idée que la cause, qui est celle des gens du Notable, de l'autre côté des Alpes, est finalement, c'est notre cause en même temps. C'est pas une solidarité extérieure, c'est une lutte commune, c'est un combat commun qui doit par conséquent se mener en commun. Donc pour moi, c'est une expérience justement de commun en lutte qui doit être généralisée en termes de stratégie. C'est comme ça qu'on peut parvenir à construire quelque chose d'assez fort. C'est la même chose pour les mouvements féministes, c'est la même chose pour des mouvements sociaux qui sont très très différents, en tout cas si on considère leur point de départ, mais la transversalisation, c'est ça. C'est pas une affirmation de solidarité extérieure de la part de quelqu'un qui ne se sent pas directement engagé dans un combat. C'est l'affirmation pratique du fait que ce combat est le nôtre. Il n'est pas aussi le nôtre, il est immédiatement et directement le nôtre. Et ça pose la question de l'internationalisme, par exemple, d'une façon très très différente de la façon traditionnelle, habituelle. C'est pas du tout quelque chose qui relève d'un paternalisme à l'égard de gens qui mènent une lutte au-delà des frontières, etc. Non, non, c'est tout à fait autre chose. Là, ça implique des liens qui sont transnationaux. Alors là, la marche dont vous parlez en France, bien sûr, ça met en œuvre des liens qui sont transversaux, parce que ça traverse les différentes couches de la société, mais en même temps, ça doit ouvrir au-delà. Et la transnationalisation est inscrite dans la logique de transversalisation. Et on le voit avec le mouvement féministe en Amérique latine, et ça doit s'observer un petit peu partout, et on a intérêt à construire ça, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à un réseau fédératif des communs, et la transversalisation, ça doit produire la construction de ce type de réseau. Merci à vous, Pierre Dardot, merci infiniment pour le temps que vous avez pris pour répondre à nos nombreuses questions. Merci à vous. Et voilà. Merci. Voilà. Infiniment, mais pas de trop. C'est clair.